8 janvier 2024, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général Marc Marin. Alors, à vous deux, messieurs, bonjour. C'est une nouvelle Bonjour. année qui commence pour nous et avant d'ouvrir avec la nouvelle piste là, qui s'en vient du côté du ski de fond chez vous, euh, je souligne tout simplement d'entrée de jeu que le contrat avec Au microphone a été renouvelé pour une 12e année maintenant. On va avoir une douzaine d'entrevues réalisées au cours de l'année pour faire les suivis du conseil de ville avec vous, messieurs. Un petit mot, monsieur le maire, là, sur la décision du conseil. Oui, c'est le fun. C'est un beau moyen de communiquer, je pense, avec les citoyens. Puis, il ne faut pas se gêner auprès des citoyens. Ça fait quelquefois qu'on leur des relances là-dessus. S'ils veulent t'envoyer des questions, s'ils ont des sujets aussi qu'ils voudraient qu'on parle, ben, des fois, en passant par toi, ça permet aussi une diffusion. Puis ces questions-là, il n'y a pas de questions qu'on ne peut pas poser. La municipalité, ça appartient à tout le monde. Mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient d'une façon neutre. Tu nous poses des questions que tu choisis et il n'y a rien d'imposé de ce côté-là. Puis nous, on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut en faisant le suivi de ces dossiers. Voilà. Et donc, en toute transparence, le contrat est renouvelé. Et je me souviens pas par cœur du montant, il faut que je le retrouve moi-même. On parle de 3 150 dollars pour l'année, plus Exact. les taxes. Et ça a été accepté par le conseil. Alors, c'est un plaisir toujours de faire ça avec vous. On y va maintenant avec le ski de fond. Ski de fond, c'est un comité chez vous qui a mis ça, qui a relancé hein, la piste de ski de fond, 4 vallons. Et là, on arrive dans les phases 2 et 3. La municipalité débloque un 7 500 dollars pour une nouvelle piste pour les débutants tout particulièrement. Oui, exactement. Ce que le comité des loisirs nous a présenté, c'était vraiment un agrandissement. Déjà, on peut considérer qu'il y a 2 ans, on sauvé cette piste-là, là, tu sais, suite au décès de M. Beaupré. Ben, on a un autre de la famille Beaupré, Éric, en particulier avec toute son équipe, qui a pris ça en main pour dire ça nous prend ça, on veut le garder. C'était surprenant comment on avait eu d'appels à ce moment-là quand les gens pensaient que ça pouvait être la fin de cette piste-là. Ben là, au contraire, ils ont mis à niveau celle qu'on avait, puis ils viennent de rallonger. Si j'ai bien compris, on parle d'un 5 km rajouté aller-retour, c'est-à-dire 10 km que ça va donner dans des conditions plus faciles que la piste existante aujourd'hui. Ça fait que pour des fois des débutants, des intermédiaires ou quelqu'un qui veut moins avoir peut-être de cardio cette journée-là, mais faire quelques kilomètres, ben ça va être parfait pour eux. Donc, un 10 km aller-retour en direction d'Ayers Cliff pour les débutants. Et en pré-entrevue, M. Marin me soulignait que tout ça part depuis le chalet communautaire. Donc, Oui, pour oui. l'école qui est juste à côté, c'est parfait, en fait. Là. Les étudiants vont pouvoir s'en servir. Oui, exactement. En Oui. grande partie pour eux. Ils ont déjà équipé de ce côté-là. Puis je pense que c'est notre belle jeunesse, c'est les jeunes de Sainte-Catherine, puis c'est ceux qui vont s'en servir à long terme. Ça fait que une chance incroyable d'avoir ça à proximité de l'école et du village. Monsieur Marin, des gens qui viendraient de l'extérieur, qui voudraient utiliser ces pistes-là, est-ce que le chalet communautaire devient l'endroit où on peut déposer les bottes, les ci, les ça, ou si on laisse tout dans la voiture, comment ça fonctionne? Ben, on laisse tout dans la voiture. On a le chalet, on a une partie du chalet des loisirs. On a 2 chalets. Il y a une partie du chalet des loisirs qui est ouvert pour la patinoire. Donc, les gens peuvent aller se changer, il n'y a pas de problème. C'est ouvert là, lorsque la patinoire est ouverte. Et il y a des salles de bain extérieures qui est ouvert à part de ça. Ben, on dit extérieur à partir, accessible par l'extérieur. Donc, et un beau stationnement qui permet aux gens de facilement de stationner leur voiture et d'utiliser les pistes de ski de fond. C'est le gros avantage, là. Au niveau des patinoires, j'ai même pas remarqué ici même à Sherbrooke où moi je suis, on a le bleu, blanc, rouge, évidemment, la patinoire réfrigérée. Pour Mm. les autres patinoires, est-ce qu'il y a quelque chose présentement d'ouvert à Sainte-Catherine ou si on attend encore On un est peu sur plus de les stabilité? derniers préparatifs. Ça serait ouvert demain, mais avec qu'est-ce qu'ils annoncent comme cocktail météo. Depuis jeudi qu'on travaille comme toutes les municipalités. Il y en a qui ont plus d'équipements mécaniques. Ils ont pu ouvrir aujourd'hui ou hier. Mais quelques patinoires. À Sherbrooke, ils ont ouvert quelques patinoires autres que la bleu blanc rouge. Et même chose à Magog. Eastman a ouvert un peu hier. Donc, tout le monde est en retard là, de ce côté-là. Mais nous, après la période de la pluie, on va être équipés pour
les gens pourront utiliser, notre patinoire va être prête de ce côté-là. Très bien. Je profite du fait qu'on parle du centre communautaire pour rebondir tout de suite sur les travaux qui s'en viennent. Ça part d'une subvention du gouvernement du Québec, subvention qui est vraiment axée sur la rénovation des bâtiments municipaux et la municipalité en profite là, pour faire des travaux. Donc, d'ici le 31 mai, il y a une série de travaux qui vont être faits au centre communautaire. Monsieur Marin, pouvez-vous nous faire un résumé là, de ce qui s'en vient? Ben, il y a certains travaux qui sont des petits travaux de mise à niveau, dont des égouttoirs, du chauffage. Il y a l'alarme, le panneau de système d'alarme qui fait défaut. C'est des réparations. Et les gros travaux, c'est refaire l'éclairage intérieur au complet du centre communautaire. Il date de quelques années. Et hier, en conseil, il reste pareil un montant qu'on n'a pas encore déterminé. Il y a la peinture qui a été terminée avec, on veut repeinturer au complet le chalet. C'est pas juste faire un mur, là, l'intérieur. Et on est rendu à vérifier les couvre-planchers. Donc, c'est vraiment une mise à niveau là, pour périner dans le temps l'utilisation du centre communautaire. Et on parle aussi de travaux au niveau de l'hôtel de ville, changement de fenêtres, mise à niveau du système de traitement d'eau sur le bâtiment de l'hôtel de ville comme tel. Tout ça pour une somme de 75 000 $. Oui. Et il y avait au niveau de la subvention, c'est 131 000 $ à peu près, là. Donc, il reste de l'argent qu'on risque de perdre ou... Non. Ben, si on fait rien, non. Hier, avec les élus en pré-conseil, on a décidé d'autres alternatives. Donc, je vous parlais du recouvrement du plancher de la salle communautaire. On a un réaménagement qui était prévu. Il y avait une phase 2 à l'intérieur de l'hôtel de ville. La phase 1 était faite il y a 3-4 années. Et il y a une phase 2 qui était le sous-sol ou la salle du conseil. Donc, c'est là qu'on rembarque dessus, là, dans le prochain mois pour que le conseil accepte le mois de février les travaux de réaménagement du sol de l'hôtel de ville. Est-ce que l'entretien des différentes infrastructures dans les parcs, par exemple, on se souvient là, de cette structure que vous avez où on peut grimper, avoir une belle vue, prendre un pique-nique, est-ce que c'est le genre de choses aussi qui pourrait passer sur cette subvention-là ou ça prend un bâtiment fermé? C'est un bâtiment fermé, c'est des bâtiments municipaux, là. Donc, dont je pense qu'il y a les casernes, pas les bâtiments sportifs, les salles communautaires, les mairies, qui étaient, j'ai pas tous les bâtiments, mais c'est à peu près ça là, qui était permis. Poste de police qui était permis. Très bien. On va faire un suivi maintenant sur une demande de dérogation mineure que vous avez reçue. C'est pour la construction d'une habitation unifamiliale bigénérationnelle. Donc, la possibilité, évidemment, d'avoir ses parents ou ses beaux-parents avec nous dans la maison. C'est très tendance un peu partout au Québec. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans votre règlement, normalement, le loyer, l'habitation secondaire, ne peut pas dépasser 70 mètres carrés. Mais dans votre règlement aussi, vous permettez jusqu'à 2 chambres à coucher. Or, 2 chambres à coucher dans 70 mètres carrés, ça donne des petites chambres. Et donc, c'est comme s'il y avait un peu une certaine contradiction à même le règlement. C'est là-dessus, entre autres, que le Conseil a joué pour statuer qu'on donnait la permission là, de faire plus grand que 70 mètres carrés avec 2 chambres à coucher. Oui, c'est exactement ça. Le mode de pensée présentement du Conseil, c'est qu'il faut s'arranger pour avoir plus d'habitations. On sait, le manque partout de logements, c'est important. Ça fait qu'on se dit, voyons, c'est ridicule. C'est que de façon générale, quand on était dans du bigénérationnel, oui, on permettait 2 chambres, mais dans les faits, c'était souvent une chambre. C'était pour des parents ou comme tu dis, les beaux-parents, ou l'inverse, des enfants dans certains cas, mais c'était pour une chambre, un appartement qui en faisait partie directement quasi de la maison. Mais là, on veut modifier de toute façon nos règlements pour permettre une deuxième habitation dans ces mêmes maisons. Ce qui est fort possible qu'au cours des prochaines années, les règlements soient modifiés pour qu'on parle plutôt d'une deuxième adresse. Puis là, on va oublier les proportions qui sont à un ou à l'autre. Une maison pourrait, à ce moment-là, avoir 2 adresses. Mais pour l'instant, avec les règlements qu'on a, il faut vivre avec le principe du bigénérationnel. Puis c'est à ça que le Conseil a dit, bon, de toute façon, notre vision est de s'en aller vers ça. Il n'y a pas de raison qu'on restreigne un citoyen qui veut avancer en ce sens. Et donc, si je comprends bien, c'est la permission de construire des duplex. Le rendu là, si on a 2 adresses sur le même bâtiment, c'est qu'on parle vraiment de construction de duplex éventuels chez vous?
Oui, ça va, c'est exactement ce que ça va donner. Ça va permettre que ces duplex-là ou ces doubles adresses soient d'une même maison. C'est ce qui est important, c'est pas de rajouter un deuxième bâtiment. Ça fait que oui, l'exemple du duplex, il est bon. On se disait, ben, parce que le bigénérationnel, dans les faits, c'est un duplex, là. C'est deux personnes qui vivent indépendamment, une de l'autre dans une même bâtisse. Là, le mur coupe-feu est plus possible entre les deux. Il n'y aurait pas d'obligation qu'un ait un espace commun avec l'autre et une porte qui peuvent les joindre automatiquement, là. Très bien. Lettre d'entente avec la Société de la Croix-Rouge et c'est pour l'assistance aux sinistrés. Donc, je ne sais pas si c'est toutes les municipalités du Québec qui ont recours à la Croix-Rouge comme ça, mais en tout cas, un bon nombre assurément. Et ça coûte 20 sous par citoyen résident. Et en lisant ça, ben, la seule question que je me suis posée chez vous, c'est est-ce qu'on compte les résidents permanents ou si on y ajoute aussi les résidents temporaires? Dans une municipalité comme la vôtre, ça fait quand même là, une bonne différence entre l'été et l'hiver. Oui, oui, puis non. Dans le fond, oui, ils considèrent les résidences secondaires une partie de cette population-là, mais même s'ils nous considéraient au lieu de 2700, 2800 à 4000, à 20 sous, il faut s'entendre que ça revient pas cher, là. On divise par 5, là. Ça fait que c'est un 800 mettons on aurait à être considéré à 4000. Ce qu'on s'achète par ça, c'est un peu une assurance, c'est-à-dire que la fois qu'arriverait un sinistre, il viendrait, il y a une base, il y a 2, 3 jours qui sont là. Puis après ça, ben, si on a des besoins, ben là, il y a de la facturation. Puis c'est notre façon un peu de contribuer aussi aux autres qui en ont eu besoin, particulièrement dans la dernière année. Là, on se souvient des inondations dans Charlevoix ou des feux importants dans plusieurs endroits au Québec. Mais je pense que la Croix-Rouge, il faut garder ça en place du mieux qu'on peut. C'est notre petite contribution, là. Très bien. Il y a les services de la FQM qui sont retenus pour des services très spécifiques, là, finalement, que la FQM. Si je comprends bien ce qui est écrit, c'est une nouveauté dans la FQM que d'offrir ce service-là aux municipalités. Monsieur Demers, vous portez un peu les deux chapeaux. Vous pouvez nous dire, ou Monsieur Marin, vous étiez parti pour répondre? Oui, mais ça fait quelques années que la FQM offre des services d'ingénierie et il s'est permis par la loi là, qu'on peut aller chercher la FQM, les services d'ingénierie sans appel d'offres. Par contre, nous, on n'a pas eu besoin à date et on a eu besoin pour remplir une demande de subvention. Puis on a fait appel à eux. Mais pour ça, il faut ouvrir un dossier. Puis l'ouverture du dossier, ben c'est ça, c'est avoir une entente, d'avoir une tarification qui est beaucoup moins que les services de différentes firmes d'ingénierie et d'avoir le même genre de service. Donc, on ouvre notre dossier, comme on vient membre d'un bureau d'avocat ou d'un bureau d'ingénierie. On prend une entente avec eux. Et par la suite, ben, c'est des mandats qu'on peut leur confier. Puis on a déjà un petit mandat qu'on leur a confié là, pour une demande de subvention. Est-ce que dans l'entente en question, il y a une entente d'exclusivité, ce qui veut dire qu'ensuite, tous les contrats d'ingénierie doivent passer par la FQM ou si ça reste grand ouvert? Là? C'est grand ouvert, non. Il n'y a pas d'exclusivité. C'est un service qu'on va chercher là, d'un coût très, très raisonnable d'ingénierie. Très bien. Pour conclure, il y avait sur place, lors de la réunion de lundi soir, 3 citoyens et il y en a un qui a posé une question qui mérite d'être abordée parce que ça parle des fameuses obligations. Année après année, moi-même, chaque fois quand je vois ça, je me dis, c'est quoi ça déjà? Je suis pas comptable, on n'a pas toujours le nez dans les affaires municipales. Alors, pour faire un emprunt, plutôt que de faire comme tout un chacun, ben, les municipalités ont la possibilité de passer par des obligations. On a l'impression qu'ils émettent des obligations qu'on pourrait peut-être acheter nous-mêmes, mais c'est pas ça du tout. Monsieur Marin ou Monsieur Demers, lequel de vous serait en mesure là, de nous expliquer? Donc, cette année, on a eu 3 contrats qu'on a donnés et ce qui fait que ça nous a permis, parce que le marché d'obligations, c'est emprunt de 2 millions et plus. Donc, on a occupé nos 3 prêts, qui fait qu'au lieu d'aller par un billet, quand on va à la caisse emprunter ou à la banque, c'est un genre de billet qui te font signer si tu fais un emprunt de 5 000 ou 10 000. Mais là, une obligation, c'est qui nous permet d'aller sur le marché secondaire. C'est des firmes de courtage qui achètent ces obligations-là et à des taux qui sont plus avantageux. Donc, tu regroupes, et pour les autres, c'est plus avantageux parce qu'ils
ils regroupent, au lieu de faire 3-4 petits prêts, mais ils en font un. Donc, administrativement, c'est beaucoup plus simple à suivre pour eux. Et le marché recherche ça, ce genre de placement-là, qu'on peut dire. Donc, c'est la financière Banque nationale qui a été retenue dans notre cas. On a eu 3 soumissionnaires, dont la BMO par leur firme de courtage, même chose Desjardins par leur firme de courtage, et la financière qui est la firme de courtage de la Banque nationale. Et est-ce qu'on a une idée de combien on économise au final? Si on avait pris chacun de ces 3 montants-là individuellement, on n'aurait pas eu le 2 millions. Combien on aurait payé en pourcentage au niveau de l'intérêt? Et puis là, en les regroupant, qu'est-ce qu'on sauve? J'arrondis, mais on a payé environ 4,6 et 4,5 avec beaucoup de décimales. Et on aurait payé environ de 5 si on avait été par billet. À chaque fois qu'il y a des émissions de billets et d'obligations, il y a un registre qui les publie. Donc, on voit la tendance qu'il y a. Donc, la tendance est à la baisse depuis 4-5 mois. Là. Les billets étaient plus dans le 5,6, 5,7 au mois de novembre versus là, au début de janvier. Les billets sont autour de 5. Et il y a un écart environ de 0,4 à 0,5 entre les billets et les obligations. Sur 2 millions, 0,4 c'est des dollars là, sur 5 ans. Sur 5 ans, oui, ça va faire vraiment une différence pour la municipalité. Oui. Là, même si, évidemment, quand on n'est pas comptable ou quand on n'est pas habitué de jouer avec les millions, 0,4 ça a l'air un peu pas grand-chose, mais vous nous dites ça vaut la peine. Oui. Oui. Très bien. Ben voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé donc le 8 janvier dernier du côté de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à faire circuler l'entrevue par courriel ou alors en la repartageant sur vos pages Facebook, Twitter et autres. Et je vous invite aussi, évidemment, à vous abonner à la page Au microphone sur YouTube. Vous allez pouvoir ainsi recevoir une petite notification à chaque fois qu'on va y déposer une entrevue de suivi de conseil de ville. Et comme le disait M. Demers en ouverture d'entrevue, ça vaut aussi la peine en commentaire, pouvoir poser une question si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Et le mois suivant, ben, on pourra faire un retour avec M. Demers et M. Marin. À vous deux, messieurs, bonne fin de journée et on se retrouve le mois prochain. Merci. Merci.